Bonsoir et merci de votre fidélité à Niod Info. Soyez les bienvenus dans Niod Soir. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue dans Décryptage du jour. Merci, bonsoir Charlotte. La France a condamné vendredi avec la plus grande fermeté l'attaque contre une patrouille de casques bleus dans le nord du Mali qui a fait un mort et 8 blessés parmi les soldats de l'ONU. D'abord, dans quelles circonstances est-ce que cette attaque est intervenue? En fait, c'est ce que l'on voit assez régulièrement, de plus en plus contre la MINUSMA. C'est un véhicule qui saute d'abord sur une mine, et c'est comme si ces groupes armés terroristes qui ont fait sauter le véhicule sur la mine étaient à l'attente, puisqu'après, ils ont tiré sur les gens. Cela fait que finalement, au niveau de cette attaque à Tombouctou, vous avez un soldat burkinabé qui est décédé, et il y en a 8 autres qui sont blessés. Un casque bleu burkinabé donc, a été tué, 8 autres gravement blessés au cours de cette attaque après, près de Tombouctou, dans le nord du Mali. C'est une zone à risque dans un Mali assez vaste. Oui, quand on dit le nord du Mali, tout le monde sait que c'est la zone où aujourd'hui le pouvoir malien ne parvient pas encore à dominer toute cette zone. Quand on dit Tombouctou, c'est la zone également où se trouvaient les forces françaises avant qu'ils ne quittent le Mali. C'est cette partie nord, Tombouctou, Gao, La force Barkhane. oui, la force Barkhane. Et leur départ a créé, il faut le reconnaître, un vide à ce niveau. Et les forces françaises étaient également des forces en soutien à la MINUSMA, et c'est eux qui leur apportaient un appui aérien. De sorte que la MINUSMA sans la France est devenue encore beaucoup plus une cible pour ces gens, puisqu'ils savent qu'ils sont moins protégés que pendant que la France était présente sur le territoire malien. Alors, l'amunissement est très régulièrement la cible, mais est-ce que c'est parce que les soldats sont pour la plupart des étrangers? Non, l'amunissement ne peut être que des étrangers, puisque qu'on n'oublie pas qu'ils sont là-bas, on les appelle des casques bleus. Ils sont là au nom de toutes les nations du monde, puisque c'est les Nations Unies qui les envoient. Et puisque les Nations Unies n'ont pas une armée en tant que telle, c'est au niveau des armées des pays que les Nations Unies prennent des soldats, des gendarmes, des policiers en fonction de la mission. Et ce sont ceux-là qui se retrouvent au Mali, qui ne sont pas bien sûr la force armée du Mali en tant que telle, qui est également présente sur le terrain. Et c'est pourquoi qu'à chaque fois qu'on a attaqué les soldats de la MINUSMA, bon, de façon générale, on dit que celui qui est tué, il est de nationalité telle ou de nationalité telle, mais on ne parle pas de Maliens en ce moment, puisque Oui. il y a les forces armées maliennes qui sont sur le terrain. La France déplore la multiplication des attaques contre l'amunissement et des entraves de sa liberté de mouvement, ajoute le ministre des Affaires étrangères dans une déclaration. Quel regard portez-vous sur ces déclarations? Ben, la France est toujours dans son esprit de conflit avec le Mali. En fait, c'est une façon de dire ça se multiplie alors que les Français ne sont pas là. Pour montrer qu'il y a un rôle que les Français jouaient, alors que les Maliens tiennent des discours contraires en disant que les Français sont partis, nous sommes en train de récupérer notre territoire. N'oublions pas que la difficulté entre le Mali et la France, c'est également à travers des communiqués qu'on sent que les problèmes n'ont pas encore été résolus. On le sent clairement. Ici, c'est ce que la France sous-entend en disant que ces gens sont là, ils rencontrent des difficultés de plus en plus, comme pour dire que la protection de la France manque. C'est pourquoi il y a plus de personnes qui sont là et qui risquent leur vie au niveau du Mali. Et la France parle également d'entrave. Oui. Bon, tout le monde sait qu'il y a un conflit larvé aujourd'hui entre le Mali et la mission des Nations Unies, au point qu'on se pose la question même, est-ce que cette mission ne va pas prendre fin? N'oublions pas que certains pays, comme la Côte d'Ivoire, ont préféré progressivement retirer leurs soldats. L'Allemagne a décidé de faire la même chose, etc. Et tout ça parce que ces pays considèrent... Justement, qu'est-ce qui explique ces retraits? En fait, à chaque fois qu'il y a une négociation aux Nations Unies, les Nations Unies disent que leur mission était venue avec un certain nombre de règles, avec des autorisations. Aujourd'hui, les Nations Unies ont des difficultés pour faire leur mission parce que le Mali exige, avant qu'un avion survole, une autorisation, etc. Et ils disent que ce n'est pas compatible avec la mission. Ça les rend moins opérationnels s'il faut à chaque fois passer par le Mali avant de faire une certaine opération. Il y a des zones où la MINUSMA est interdit de survol.
Bon, généralement, on considère que c'est les zones où il y a les bases de Wagner, etc. On a peur que ces gens en profitent pour faire des photos et montrer que Wagner est sur le sol malien. Bon, il y a tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, la mission est encore au Mali, mais tout le monde se demande pour combien de temps, parce que on ne peut pas dire que la mission est venue aider les Maliens alors que les Maliens n'en veulent pas. On ne peut pas dire que la mission est venue aider les Maliens alors que les Maliens les considèrent un peu comme des gens plutôt qui dérangent. Et ça fait que de plus en plus, les gens s'interrogent sur qu'est-ce qui reste à cette mission. Est-ce qu'elle va rester sur le sol malien dans ces conditions-là? Justement, il y a rupture de partenariat militaire entre Paris et Bamako. Mais comment se portent aujourd'hui les autres formes de coopération entre les deux pays? Ben, les autres formes de coopération sont là sous plusieurs formes. Parce que souvent, quand on dit Paris, les gens ne voient que l'aspect militaire. Oui, Mais au Mali, il y a des banques, il y a des sociétés d'assurance, il y a des hôtels, etc. tout à fait. Mais vous avez la France en termes de Français qui ont mis leurs biens, qui ont investi au niveau du Mali. Mais vous avez la France officielle également qui est toujours restée au Mali. Tout n'est pas parti. Il n'y a pas encore pour le moment une rupture totale des relations entre les deux pays. C'est les relations diplomatiques qui sont très mal en point, point mort, là où on en est actuellement, mais on n'a pas encore une rupture totale entre les deux pays. Et quand vous regardez le discours des Maliens, des officiels, c'est différent du discours de la population qui veut une rupture de façon totale. Les officiels disent non, des relations oui, mais dans le respect de la souveraineté du Mali, dans le respect des intérêts des populations maliennes. Combattre le djihadisme, c'est l'un des arguments forts des militaires au pouvoir au Mali. Est-ce que justement le pouvoir malien en place aujourd'hui a évolué dans sa stratégie de combattre le terrorisme sur le territoire malien, mais également dans toute la zone sahélo-sahélienne? Oui, il y a une évolution. Il faut reconnaître qu'il y a une évolution parce que l'évolution s'explique par le fait que le pouvoir actuel a fait un travail extraordinaire pour mettre du matériel militaire à la disposition des soldats, en particulier sur le plan aérien à travers leur coopération qui est extrêmement forte aujourd'hui avec la Russie. Et ça permet de voir aujourd'hui au Mali où on avait l'habitude de dire on a attaqué tel camp militaire et on se cherche pour voir comment envoyer les renforts et les renforts ont du mal à arriver à temps. Aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui prend l'offensive. Oui. Elle n'est plus en train de courir derrière tout simplement ces groupes armés, mais l'armée malienne prend l'offensive en attaquant les groupes quand le renseignement leur permet de savoir qu'ils sont à tel ou à tel autre niveau, de sorte qu'il faut reconnaître que le Mali, sans la France, est en train de se battre, de faire également du résultat. Mais comme on le dit tout le temps, il ne faut pas tromper les gens en voulant faire croire qu'on peut venir régler ce problème en 1 an, en 2 ans. Le temps que ça durera, il est difficile de le dire ici aujourd'hui, au risque de me contredire une prochaine fois. Depuis sa création en 2013, plus de 100 membres de la MINUSMA sont morts dans des actes hostiles au Mali. Comment est-ce que les pays membres qui contribuent à déployer des soldats dans la MINUSMA, comment dans les pays d'origine viennent-ils en aide aux familles de ces soldats? Comment est-ce que ces cas sont pris en charge? Mais c'est très compliqué par le fait d'abord que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des soldats étrangers qui sont venus au Mali pour aider un pays en difficulté. Mais vous imaginez quand ça concerne votre pays et que vous deviez dire à vos populations qu'on avait envoyé nos soldats au Mali pour aider, ils sont morts, c'est extrêmement difficile. Mais puisque ce sont des soldats présents là-bas comme casque bleu au niveau des Nations Unies, oui. Il y a un contrat qui est signé entre le pays et les Nations Unies. Et bien sûr, dans le contrat, il est prévu que la personne peut être blessée, il est prévu que la personne peut être décédée. Si la personne est vivante, elle a sa rémunération qui n'a rien à voir généralement avec les rémunérations dans nos pays. Oui. Donc, certainement, au niveau des Nations Unies, à coup sûr, il y a quelque chose qui va revenir aux ayants droit de ces soldats qui tombent sur le sol malien en portant le casque bleu. Les États-Unis, par exemple, ont rompu les contrats avec des pays comme l'Irak. Les États-Unis a fini par retirer tous ces soldats parce qu'il y avait trop de morts. Oui, mais c'est quand même au niveau des Nations Unies, c'est l'opération où il y a eu le plus de morts depuis que les Nations Unies ont des opérations. C'est pourquoi j'ai dit, la question se pose, est-ce que ça va continuer? Parce que malgré le lourd tribut, il y a actuellement une brouille entre les Nations Unies et le Mali sur cette question de la MINUSMA.
Et ça fait que, comme je l'ai dit, vous avez des pays qui ont décidé de partir, vous avez des pays qui s'apprêtent à partir, de sorte que on s'interroge sur la continuité ou pas. Oui, de la Ce que les États-Unis ont fait, c'est un peu différent par rapport à l'amunissement. Parce que pour les États-Unis, les Américains aiment bien bombarder les pays des autres et faire des morts. Mais ils n'aiment pas qu'on tue leurs soldats. Ils n'aiment surtout pas qu'on montre leurs soldats morts. Et généralement, quand sur un terrain, ils commencent à perdre beaucoup d'hommes, l'opinion publique américaine commence à se soulever pour dire non. Comme ils le disent, les Américains n'ont pas à être les gendarmes du monde. Alors que c'est eux qui ont voulu être les gendarmes du monde. On ne leur a pas demandé de l'être. Mais quand ça chauffe sur le terrain, leur opinion publique se soulève de façon générale pour dire niet, on ne veut pas que les Américains aillent mourir pour les autres. Et ça fait que souvent, effectivement, ça amène l'État américain à revoir sa position parce que c'est un pays où l'opinion publique compte. Mais et justement, à la longue, avec ces retraits massifs de soldats au sein de l'amunissement, est-ce que justement cette mission, à la longue, finira aussi par se retirer définitivement des zones d'intervention? Je crois pas que l'amunissement va laisser les pays se retirer les uns les autres. Ça va être un échec pour les Nations Unies. Il y a des négociations à chaque fois, puisque les missions, souvent c'est 1 an, on prolonge de 6 mois ou bien on prolonge de 1 an. À chaque fois que la date s'approche, avant qu'on prolonge, on rediscute des conditions. La dernière discussion a été extrêmement difficile. On se rappelle encore les propos du ministre malien des Affaires étrangères aux Nations Unies. Ça a été vraiment difficile, aussi bien avant que le jour même où on en parlait au niveau des Nations Unies. Mais à ce rythme, on risque d'arriver à un moment où les Nations Unies vont dire que les conditions ne sont pas réunies. Les Nations Unies vont préférer quitter le Mali tranquillement que de voir les pays eux-mêmes venir prendre leurs soldats. Et que les Nations Unies soient là, on va dire amunissement alors qu'il n'y a plus de soldats. Ce serait un échec pour les Nations Unies. Le Togo aussi est un gros contributeur de soldats dans les missions. Oui, le Togo fait partie des premiers pays à être parti au Mali dès le début. Dès le début. Donc, le Togo est dans la même situation, mais les pays africains, à part la Côte d'Ivoire, et le retrait de la Côte d'Ivoire est en relation avec la brouille qui a existé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les pays africains sont présents, le Sénégal, le Nigeria, etc. Mais le Tchad, il y a plein de pays africains qui sont présents, et moi je me dis que c'est peut-être ça qu'il faut essayer de réorganiser en force africaine, pas seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble du Sahel et toutes les autres zones où il y a des groupes armés terroristes pour que les Africains prennent leurs responsabilités pour mettre fin à cette insécurité qui ne laisse personne pratiquement tranquille, puisque quand ils finissent dans un pays, ils traversent pour aller dans un autre pays. La France demande à ce que, suite à cette attaque, que les responsables soient identifiés et qu'ils répondent de leurs actes. Ce sont généralement des enquêtes qui aboutissent. Difficilement dans ces contextes. Mais il arrive que parfois, en situant l'espace où l'attaque a eu lieu, en regardant le mode opératoire, qu'on pense que c'était le groupe armé qui l'a fait. Parfois, ça devient plus facile parce que le groupe armé peut revendiquer. On sait qui l'a fait en termes de groupe, mais ça ne résout pas le problème. Dans ce groupe, c'était qui? Parce qu'il y a une différence entre le groupe lui-même et les personnes qui ont exécuté la manœuvre. Il est arrivé parfois qu'on ait attrapé des gens en sachant que lui, il avait participé à telle ou telle autre opération. Mais c'est extrêmement difficile dans le contexte du Nord Mali actuellement de dire qu'on va aller là-bas pour faire une enquête ou attraper les gens qui ont dû faire cet attentat. Est-ce que l'armée nationale au Mali, par exemple, rencontre des difficultés dans la traque des terroristes, des djihadistes dans les zones hostiles? Mais il y a des difficultés parce que le territoire malien, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est la première difficulté. Alors que ces groupes ont une avance aujourd'hui par rapport au pouvoir militaire qui se trouve au Mali. Ils sont venus trouver que ces groupes avaient déjà pris une partie du territoire. Et en plus, on le rappelle tout le temps, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Si l'armée malienne devait faire face à ces groupes armés terroristes, la guerre est terminée depuis longtemps. Et c'est une des grosses difficultés parce que par endroit, vous êtes là, ils sont partis. Vous partez, ils reviennent. Difficile de les identifier. Mais bien sûr. Et dans certaines zones, eux et les populations de la zone sont exactement les mêmes. Sans compter que vous avez des parties du Mali qui ne sont pas encore sous le contrôle total de l'État malien. On a vu tout de suite avec le vote des militaires
malien par rapport au référendum, ben, dans certaines zones, on n'a pas voté. Les militaires n'ont pas voté parce que les groupes qui sont là-bas, pas les groupes armés, cette fois c'est plutôt avec les Touaregs, ils ont refusé que le référendum soit organisé dans cette zone, ce qui montre que l'armée malienne n'est pas encore en possession de l'intégralité du territoire malien. Aux côtés de la MINUSMA, la force du G5 est également engagée sur le terrain pour combattre les terroristes. Justement, comment se porte aujourd'hui la force du G5? Ben, le G5 est au plus mal, puisque le G5 n'a jamais été ce qu'on voulait qu'il soit. C'est la première chose. Puisque d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel militaire, ce qui était considéré comme nécessaire pour aller appuyer le Mali n'a jamais été réuni. Mais il y a le Mali qui avait également quitté le G5. Actuellement, le Mali est dans une position, j'allais dire, un peu plus intéressante qui consiste à envisager à nouveau le G5, mais avec des conditions. C'est là où on en est. Ce n'est pas encore complètement réglé, parce que si le Mali n'est pas dans le G5, mais le G5, fondamentalement, c'était venir d'abord au Mali pour essayer de voir comment régler ensuite les autres problèmes. Mais si on ne peut pas intervenir au Mali, si le Mali également n'est pas dans le G5, c'est grippé automatiquement, et on le voit depuis quelque temps, on ne parle plus véritablement du G5 à cause de cela. Et comment se portent les relations entre le Mali et ses voisins? Ben, ça dépend de quel voisin. Avec le Burkina, je crois que les relations sont au beau fixe. Avec la Guinée, c'est la même chose. Avec le Niger, c'est un peu plus difficile. Et c'est parce qu'ils sont entre militaires au pouvoir? Dans ces trois pays que vous avez cités, la Guinée, le Burkina, ce sont des militaires également au pouvoir. En fait, il y a une alliance objective, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tous ont fait des coups d'État, tous sont sous le coup de sanctions des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc. Il y a un rapprochement qui est un rapprochement qu'on peut appeler objectif, puisqu'ils ont un combat commun à mener. Ils tentent même de mettre en place une structure à trois. Donc, avec ces pays, effectivement, on peut dire que les relations sont au beau fixe. De l'autre côté de la frontière, il y a le Niger. C'est là où les relations ont été très compliquées pendant un temps. Mais c'est comme s'il y a un dégel, puisque un haut gradé militaire est allé au Mali. Et on espère qu'ils vont se comprendre, parce que tant qu'on ne règle pas cette affaire entre pays, pas chaque pays de son côté, mais les pays ensemble. Surtout dans les zones frontalières, on n'en finira pas avec ces groupes armés terroristes. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.